France Maghreb 2. De ce grand forum pour ce mercredi 24 juillet, le rapport d'enquête sur les dépenses de François Durugy lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale indique qu'il n'a enfreint aucune règle sans pour autant contester les révélations de Mediapart. L'ex-ministre est-il protégé au plus haut sommet de l'État? C'est la question que l'on vous pose et que l'on se pose en direct sur France Maghreb 2 au 01 40 33 9000, sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. On en reparle dans un instant avec Emmanuel Michael, avec Razik Métiche et Faiza Ben Mohamed. Vacances, plaid ou tout sauf plaid? Peut-être l'occasion de nous dire et de nous faire partager vos meilleures destinations et peut-être donner l'idée à certaines ou certains qui ne savent toujours pas où aller pour cette période de vacances. On en reparle tout à l'heure en fin d'émission. Les infos zappées avec les aveux du procureur de Nice concernant l'affaire Geneviève Leguet, cette militante de 73 ans qui a été agressée par la police. Le procureur avoue avoir menti. Pourquoi? Pour protéger le président de la République. Je vous jure que ça ne s'invente pas. C'est une révélation faite dans le journal Le Monde ce matin. Et puis bien entendu, le quiz en fin d'émission. C'est parti pour votre LGF sur France Maghreb. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF. Nous sommes mercredi et nous sommes le 24 juillet. Et messieurs dames, petite info d'importance quand même. Nous venons de passer ici en Île-de-France ainsi que dans 20 départements du Nord en vigilance rouge canicule, avec un pic de chaleur attendu pour demain à 42 degrés à l'ombre à Paris. Autant dire que déjà à 39-38 c'est irrespirable. Donc on imagine ce que ça pourra donner demain. Bon courage à tous et surtout évidemment la plus grande des prudences pour qui? Bien pour les personnes âgées d'abord. Et c'est vrai qu'il est bon aussi quand on a des voisins qui sont âgés d'aller prendre de leurs nouvelles et puis de les inciter à boire régulièrement. Mais aussi pour les enfants et pour les personnes les plus fragiles. Bien sûr, éviter à tout prix de sortir dès lors qu'on peut éviter, c'est quand même beaucoup mieux. Et une grosse pensée, parce qu'on n'y pense pas souvent, à ceux qui travaillent en plein cagnard, notamment sur les bitumes, dans le bâtiment, sur les toitures. Vraiment grosse pensée, bon courage. Je sais que les horaires sont un peu modifiés, mais quand vous travaillez en plein cagnard sur les routes, et franchement, respect les gars. Razik Métiche, salut Razik. Bonjour à tous. C'est vrai, les mecs qui travaillent en plein bitume, t'imagines? Non, c'est chaud quand même. Vraiment courage à eux, courage et force à eux. Nous, on a quand même cette chance d'être là dans des bureaux climatisés où il fait assez bon. Courage à tous ceux qui souffrent de la canicule, ceux qui sont enfermés, ceux qui dans les prisons aussi, c'est vrai. Bien sûr, dans les prisons, chaud. un peu partout, et même ne serait-ce que pour, je pense au sans domicile fixe pour avoir fait beaucoup de maraudes. Ouais. Tout le monde a à l'esprit le SDF lorsqu'il fait très froid, mais dans la réalité, ce que nous disent les SDF, ils souffrent de la chaleur encore plus que du froid. Ils peuvent pas se mettre à l'abri, pas se désaltérer, et il y a beaucoup de morts aussi pendant cette période-là. Donc tout à chacun, si par exemple on peut prendre des bouteilles d'eau, penser aux autres dans ces moments-là, ça peut aussi servir à ça. Emmanuel Michael, bonjour. Bonjour. J'ai une grande pensée aussi pour toutes les personnes qui souffrent de cette grosse chaleur, cette canicule. Comme tu disais, on est passé en alerte rouge à part depuis 16 heures. C'est vachement compliqué pour. C'est parce que le LGF démarre, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est ambiance caliente. C'est ça. Bon, elle est habituée un peu plus à la chaleur que nous, hein. Faiza Ben Mohamed, notre niçoise. Salut Faiza. Salut à tous, salut Christophe, salut Emmanuel, Razik. Bon, en même temps, j'habite pas non plus dans le désert, hein. C'est Nice. Ouais, mais c'est Nice quand même. Il fait un peu plus chaud qu'à Paris quand même dans l'ensemble. Oui, il fait toujours plus chaud qu'à Paris, mais là, sur les épisodes caniculaires, il fait un peu moins chaud. Il faut dire la vérité, il fait un peu moins chaud que chez vous. Et vous avez la mer, ça et change pas mal de choses. Moins de pollution aussi, la pollution. Ouais, quoique la Méditerranée est quand même bien polluée, hein. Je suis désolé. Ouais, mais on est bien pollué par Ciotti et Estrosi, donc ça compense. Il y a Ciotti pas loin, je crois qu'il. D'ailleurs, puisque tu parles de Ciotti, il en a quand même sorti une belle. Encore il a fait partie de ceux qui ont quand même jusqu'au bout du bout mis ce qui s'est passé du côté de Rouen pas sur les Algériens en fait, hein. Il a été jusqu'au bout de sa démarche, hein, au bout de sa connerie. Il aimerait pas les Algériens, Eric Ciotti, il aurait un problème vraiment. Il paraît. Enfin bon. On vous le laisse, hein, Faiza. On vous le laisse bien volontiers celui-là. Merci bien. Ouais. Il y a quand même un mec qui s'appelle Estrosi qui est pas mal non plus dans son genre. Il avait parlé de 5e colonne à son époque. Là, disons que c'est les municipales qui arrivent qui à mon avis seront très sportifs, parce que on aura vraisemblablement un duel qui oppose les deux, donc ça va être à celui qui fait le plus de surenchère, je pense. Ah ouais, c'est vrai. Alors les deux qui vont ils s'aiment pas, hein, d'ailleurs les deux, hein.
Non, enfin, ils ont été alliés pendant des dizaines d'années, hein, même. Hein. L'un a été directeur de cabinet de l'autre et tout, mais après, ils ont consommé leur divorce l'année dernière. Après, la troisième candidature à noter sur la municipalité de Nice et qui va faire problème, celle de Philippe Vardon. Absolument. Ah oui, Philippe ça Vardon. va être vraiment le troublion de l'affaire. Attention à son score. C'est un des grands penseurs identitaires. Et à Nice, il est vraiment malheureusement. On en a parlé de assez Vardon, fort. là, il a sorti une connerie récemment, je crois. Disons que Philippe Vardon, je sais pas parce que des conneries il en sort souvent, mais Philippe Vardon, quand il se présente à des élections, il faut pas le sous-estimer parce qu'il est très très fort, c'est un parfait communicant. Complètement. Et puis ici, au niveau local, il n'est pas aussi diabolisé que ce qu'on peut voir, notamment sur les réseaux sociaux, tout ça, où il est quand même, il se fait vachement remballer, on lui ramène quand même beaucoup ses déclarations et ses comportements xénophobes et racistes à la figure, mais ici localement, il n'est pas autant diabolisé que ça. Bonne chance à vous. Et En Marche, elle peut faire quelque chose là-bas à Nice? Franchement, pour les législatives, on n'avait pas eu. Il y avait des circonscriptions qui étaient où il y avait eu des arrangements avec les groupes de droite, notamment sur la mienne, la 5e circonscription, où il n'y avait pas eu de candidat La République en Marche face à la protégée de Christian Estrosi. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer au niveau des municipales. Il y a un de nos députés qui va se présenter. De quoi, Monèche? Je crois que Estrosi ne soutient pas le soutien d'En Marche. Oui. Il l'aura d'une autre manière. Il l'aura par. Il faudrait. C'est l'ambiguïté aussi. Oui, c'est bien d'avoir deux candidats parce que les gens qui votent En Marche ne vont pas forcément voter pour la droite dure telle qu'elle est à Nice, quoi. C'est pas le contexte tel qu'il est dans d'autres régions de France ou dans d'autres villes de France. Du coup, là, on a une ancienne adjointe d'Estrosi qui s'est déclarée et elle sollicite l'investiture En Marche, et puis il y a le député, je crois que c'est Cédric Roussel, qui veut lui aussi se présenter au nom de En Marche. Bon, il y a de quoi faire quoi là-bas, on va se régaler un petit peu du côté de Nice. Tout à l'heure, mesdames, messieurs, on parlera un peu vacances, que ça ne devra pas échapper, pardon, on est au mois de juillet, donc les gens commencent à partir en vacances, et il y a des gens, un peu comme moi d'ailleurs, qui savent pas trop où aller. Et je vous sollicite, je sais qu'il y a un grand voyageur parmi les voyageurs, Razik Metiche, qui a quand même bien voyagé. Et l'idée va être de nous proposer des idées de vacances, pas trop chères, mais intéressantes. Oh, mais j'en ai des milliers. Oui, non mais voilà, on va en parler tout à l'heure, 17h30. Et vous pourrez évidemment nous appeler. Est-ce que vous êtes bled ou tout sauf bled l'été? On en parle ensemble tout à l'heure à partir de 17h30. Pour l'heure, un petit peu de politique. Et c'est vrai qu'il faut être faut avouer qu'en ce moment il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en matière d'actualité. Heureusement qu'il y a deux Rugy qui occupent un peu la sphère médiatique politique. La divine surprise des médias. C'est ça en ce moment. Après les Algériens, bon ça y est, ils ont gagné, hein, tout va bien, on n'a plus rien à dire maintenant. Eh bien maintenant passons à l'affaire de Rugy. Et de Rugy avec cette question. Rapport d'enquête sur les dépenses de François de Rugy lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale indique qu'il a enfreint aucune règle sans pour autant contester les révélations de Mediapart. L'ex-ministre est-il protégé au plus haut de l'État? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez. Vous êtes 86% d'ailleurs à le penser sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2 pour voter, en nous appelant au 01 40 33 9000. Peut-être le plus proche de la majorité, Emmanuel Michael. Est-ce que de Rugy est pour toi protégé en haut lieu? Alors moi je pense que faut se poser la question différemment. C'est oui. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors ce qui lui est reproché, c'est les travaux qu'il a fait, et également donc les dîners fastueux qu'il a pu organiser. Ouais. Et la question que moi je me pose, mais qui va dans le sens de ta question, c'est de savoir ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Est-ce que pénalement c'est quelque chose qui peut amener en justice? Et il y a quelque chose qui, à mon sens, est un élément de réponse, c'est de savoir comment est-ce qu'on a mis en avant cette affaire. Cette affaire-là a été médiatisée grâce à Mediapart ou par Mediapart dans le cadre des révélations qu'on a entendues ces derniers jours. Il attaque les sévères Mediapart hier sur France 2. Hein. La réplique était cinglante aussi. Hein. Ouais. Ah oui, de Penel, ouais. Absolument. Et donc je pense que effectivement ce qu'il a fait, ce n'est pas aujourd'hui, on le constate suite à ce rapport, ce n'est pas, on va dire, c'est à mon sens dommageable, mais ce n'est pas. Tu peux dire que c'est immoral. C'est voilà, exactement. Plus que condamnable. Voilà. C'est ça, tout à fait. C'est immoral dans un dressing à 17 000 euros, c'est quand même pas mal, hein. C'est justement là en fait où moi je prends le point de vue d'une entreprise et je me dis aujourd'hui en entreprise, nous quand on a des frais, on doit apporter des justificatifs, on doit prouver que on a pris au moins cher et que ce qu'on a engagé comme frais c'était obligatoire dans le cadre de nos fonctions. Je le vois même dans le cadre politique, c'est que moi je suis président d'une formation politique au niveau départemental qui s'appelle le MoDem, bien sûr, et que
quand je fais quelque chose, quand j'ai des frais de représentation ou des frais que je dois engager dans le cadre de mes responsabilités, j'en informe mon trésorier, je lui prouve avec les justificatifs ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai engagé. Peut-être que c'est ça la réelle question, c'est que maintenant c'est considéré comme immoral les dépenses qui sont faites au sommet de l'État. Effectivement, mais à ce moment-là, qu'on mette des choses en place pour pouvoir les contrôler. Et il y a une organisation qui s'appelle Anticor qui justement avait connaissance de ces éléments-là, mais qui n'a pas exercé son droit de mettre l'affaire en justice parce que justement il n'y a pas de loi qui encadre ce qui s'est passé. Immoral pour toi, Razik? Ben justement, je pense que on touche là vraiment le fond et le nœud du problème à mon avis. Pour répondre à la question de base, est-ce que François de Rugy est protégé? Ouais. Spécifiquement non, mais ça révèle bien le fonctionnement de la 5e République. Moi aussi je dirais non, parce qu'il a été un peu lâché par Macron et Philippe. Non, il a été lâché par Macron et Philippe, non soutenu par le groupe En Marche, non soutenu par les ponts d'En Marche. Je repense aux premières interviews de Benjamin Griveaux où il y avait un espèce de baiser russe, en fait, de baiser de la mort qui était donné. On se rendait compte très vite et très tôt. Moi j'avais posté 2 jours après les premières révélations de Mediapart, c'est-à-dire vendredi il y a plus d'une semaine, que François de Rugy ne tiendrait pas. Ça a pris un peu plus de 72 heures parce qu'on est dans une autre époque. Alors juste pour revenir sur le fonctionnement de la 5e République, je pense à un livre qui est toujours à mon avis d'actualité, le livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle La noblesse d'État. Il faut bien se rendre compte que dans cette caste-là, qui est celle de la haute fonction publique, du monde politique, on est dans un entrisme forcené et qui est renforcé par les institutions même de la 5e République. Ouais. Le problème là, c'est qu'aujourd'hui on a des rapports qui, et je mets des guillemets, des crochets et toutes sortes de symboles, qui blanchissent François de Rugy. Le problème dans ce genre de rapport, c'est que les gens qui émettent ce rapport sont aussi partie prenante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui blanchit le président de l'Assemblée nationale. Ça pose problème en démocratie lorsqu'on est à la fois jugé parti, ça pose problème, c'est problématique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes de communication. Lorsque François de Rugy arrive ultra offensif en disant je vais porter plainte contre Mediapart, c'est du journalisme de destruction, c'est absolument inentendable dans la France de 2019. C'était même pire, Razik, si tu me permets, parce que hier il est arrivé sur France 2 en disant je suis devant vous, un homme blanchi. Totalement, et presque à faire acte de candidature pour un gouvernement au prochain remaniement. Ouais. Mais qu'on se détende un petit peu. Enfin, réellement, il s'est auto-blanchi tout seul, se donner des auto-satisfactions. Et enfin, une chose, je pense qu'il faut bien aussi avoir à l'aune d'esprit. Ouais. On nous parle de pénal, mais il faut bien avoir à l'esprit que la politique est aussi quelque chose qui a des valeurs morales, où il y a des valeurs morales. Ouais. Si François de Rugy, si ce qu'il a fait n'est pas condamnable pénalement, moralement, c'est inacceptable pour l'opinion publique française. Et j'en vois encore plus pour preuve. Le président Macron, moi j'aime bien mettre les résultats à l'aune des objectifs fixés initialement. Le candidat Macron, lorsqu'il est arrivé, il a pris acte du fait que la France en avait marre de ses affaires à répétition, a pris acte du fait d'un certain nombre de mouvements de fond qui transcendent les frontières, où les sociétés civiles demandent des comptes en permanence à leurs dirigeants et demandent des comptes aux deniers publics, parce que in fine c'est le citoyen qui paye. Le candidat Macron en a pris acte. François de Rugy en a pris acte. Une des premières lois, toutes premières lois votées par la mandature de Rugy en tant que président était la loi sur la moralisation de la vie publique. Donc comment est-ce que cette personne, ça fait pas que ça fait tâche, c'est qu'on se dit quelque part, ces personnes-là votent des lois auxquelles ils se soustraient eux-mêmes. C'est l'impression que ça donne de l'extérieur, et c'est d'autant moins entendable lorsqu'on demande depuis 30 ans aux Français de serrer la ceinture, de toujours en mettre un peu plus au pot commun, et lorsqu'on demande aux députés de serrer un petit peu la ceinture, on se rend compte que oui, que c'est compliqué, que non, et puis l'argumentaire. Enfin, concrètement, et je pense que tous ceux qui sont dans l'éducation, qui ont des enfants, lorsqu'une personne reconnaît ses torts, ça détend tout de suite. Ouais. On a quelqu'un qui veut pas reconnaître ses torts, et j'ai envie de le croire, il est de bonne foi, il comprend pas ce qui lui arrive. En fait, les politiques français ont tellement été habitués à cette république hôtelière, à cette république des passe-droits, c'est ça, que, enfin, juste pour avoir deux éléments, un élément de comparaison historique, un élément de comparaison géographique. À l'époque du général de Gaulle, c'est notre époque, vous me direz, à l'époque du général de Gaulle, pour voir d'où on part, la femme du général de Gaulle, qui a connu la résistance, qui savait ce dont on parlait lorsqu'on parlait de service public, payait d'elle-même, de sa caisse personnelle, avec son chéquier, la facture EDF de l'Élysée. On part de là en France. Aujourd'hui, qui le fait ça aujourd'hui? Personne. La deuxième chose, lorsqu'on prend des pays comme en Allemagne, Angela Merkel, qui est peut-être la deuxième personne la plus puissante du monde aujourd'hui, elle rentre tous les jours, tous les soirs,
en voiture, chez elle, dormir dans son appartement. Il n'y a pas d'appartement de fonction. C'est pour que cela ne soit pas coupé de la réalité. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre la mesure de ces règlements qui nous disent qu'aujourd'hui, non, on est dans un cadre légal, mais c'est que la loi a un problème. C'est qu'on a une tradition monarchique républicaine. Il faut en sortir et très vite parce que le peuple ne supporte plus. Faiza Ben Mohamed sur de Rugy, effectivement. Alors, ce qui lui a été reproché, c'est qu'il y a quand même 3 dîners qui sont quand même soulignés comme étant des dîners quand même plus ou moins privés avec des amis, etc. Pour le reste, il a quasiment été dédouané de tout, mais par l'Assemblée nationale, effectivement. Dédouané de tout, oui, en un sens, sur le point juridique de l'affaire, oui. Ouais. Mais ce qui a choqué avant tout les Français, c'est pas forcément qui est un volet juridique. De ce qui a choqué les Français, c'est le potentiel train de vie qu'on peut accorder aux frais de la princesse, aux frais du contribuable, à un haut fonctionnaire d'État. Certes, l'affaire a l'air d'être juridiquement complètement enterrée, mais ça en demeure pas moins immoral aux yeux d'un bon nombre de Français dont je fais aussi partie. La question des 3 repas et le rapport d'enquête de l'Assemblée nationale mentionne 3 repas, donc le repas de Noël 2017. C'est ça, la Saint-Valentin, je crois. Voilà, pour lequel, sur le repas de Noël, on explique que sur les 7 convives, il y en a 6 qui sont de la famille. Donc ça n'avait aucun caractère en tout cas professionnel, et que donc du coup ça aurait dû être organisé sur l'argent personnel de Monsieur de Rugy. Pour le deuxième, c'est son repas de Saint-Valentin de l'année 2018, où l'Assemblée nationale explique que les frais engagés sont manifestement excessifs par rapport à ce qui a l'habitude d'être dépensé pour un repas classique. Ensuite, il y a un troisième qui explique que effectivement, sur tous les invités qui sont sur place, il y a très peu d'invités, et que finalement, par rapport au nombre d'invités, les frais occasionnés par ce repas sont disproportionnés. Je suis désolée, mais déjà, ça, pour moi, ça s'appelle pas être blanchi. Ça veut dire que Mediapart n'a pas menti. Il n'y a pas d'affaire Mediapart. Ça reste quand même une affaire de Rugy qui viennent hier sur France 2 clamer que voilà, il a été blanchi par le rapport d'enquête de l'Assemblée nationale. C'est complètement faux, parce qu'au contraire, le rapport d'enquête de l'Assemblée nationale confirme les accusations qui ont été portées par Mediapart, à savoir que Mediapart n'a jamais dit que de Rugy avait escroqué, détourné des fonds publics ou machin. Ils avaient expliqué avec photos à l'appui, qu'il y avait des repas avec manifestement des mets au coût faramineux qui ont été utilisés par François de Rugy et son épouse notamment. Je suis désolée, le rapport d'enquête parlementaire, pour l'instant, il confirme les accusations de Mediapart. Et il me semble que c'est ce qui va rester, moi. Il me semble que les photos au final, où on voit un François de Rugy attablé, heureux, joyeux, et rouge de bonheur, avec une table digne des plus grands faces de Louis XIV, je pense que ça fait beaucoup de mal au-delà même de tout. Ah oui, mais les images, elles vont rester. Elles vont rester. Là, on peut même enterrer complètement l'affaire. L'enquête parlementaire aurait pu même révéler que la Saint-Valentin, il l'avait payé avec son propre argent, que ça aurait tout autant choqué les Français, parce que ça veut dire que il peut se le permettre. Et ça veut aussi dire que donc il a quand même un salaire hyper conséquent, et qu'il peut se permettre un certain nombre de choses que 98% des Français ou 99% des Français ne peuvent pas se permettre. Elle l'a dit la dernière fois, Sibeth Ndiaye, elle a été vachement reprise. Les Français ont plus l'habitude de manger du kebab que du homard. Exact. En plus, c'est une stricte vérité. Mustapha Damien est avec nous. Salut Mustapha. Salut tout le monde. Moi, j'avais juste une chose à dire, c'est qu'il ne faut pas s'étonner de la plupart des politiciens. S'ils se battent autant pour avoir leur place, c'est pas pour rien, c'est une question d'argent derrière. Je ne suis pas tout le monde, mais la plupart. Quand on voit que dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils font comme de Rugy, ils se permettent de se payer des dressings à 17 000 €, des repas, je sais pas combien. Sauf tout ça sur le dos de qui, nous qui travaillons, qui payons des impôts tout le temps, et nous à la fin du mois, on ne peut pas se permettre qu'eux ils se permettent. Moi personnellement, 17 000 €, je ne peux pas mettre un dressing à 17 000 €, et ça me fout encore plus les nerfs quand je sais que c'est nous qui devons payer ce putain de dressing, quoi. Merci Mustapha. C'est vrai qu'Emmanuel, ça fait un peu tâche quand même quand on voit tout ça. Et ça redonne pas confiance aux politiques quand on voit ce genre d'image. C'est sûr. En fait, tout à l'heure, Razik parlait de la moralisation de la vie publique. Et effectivement, c'est quelque chose qui me touche, puisqu'en plus, c'était quelque chose qui a été proposé par François Bayrou avant son départ du gouvernement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, à mon sens, les personnalités publiques ont vraiment un engagement à avoir, mais un réel engagement sur cette moralisation-là. Parce qu'on l'entend bien.
tout le monde autour de ce plateau, on peut pas se permettre les choses qui ont été faites par De Rugy. Et je pense que si on en attend beaucoup des politiques et on veut qu'ils soient exemplaires, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et il faut qu'on puisse mettre des dispositifs qui nous permettent de tracer ce qui est fait. Si demain, quand on va prendre le rapport avec l'entreprise, dans une entreprise, un PDG, il peut organiser une réunion de travail, mais à partir du moment où on sait qui était là, pourquoi est-ce qu'ils étaient là. Ok, il n'y a pas de souci, mais il faut que les frais soient justifiés. Ouais. Là, c'était pas le cas. Quand c'est des réunions de famille, c'est n'importe quoi. C'est un problème de transparence, c'est un problème d'acceptation. Enfin, là, on parle à un très haut niveau, c'est-à-dire là, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale, ce sont les ordres de la République. C'est un très haut niveau. Allez dans toutes les villes, intéressez-vous dans les villes, dans les régions, les intercommunalités. Combien d'argent public est dépensé n'est pas traçable. Combien de cartes de service sont utilisées là où elles devraient pas l'être. Enfin, il y a un niveau d'acceptation au niveau politique, il y a un niveau de tradition qui aujourd'hui n'est plus acceptable. Lorsqu'on prend la comparaison avec les pays, lorsqu'on prend la comparaison avec ce qui se fait de mieux dans le monde, c'est-à-dire les pays nordiques, pour avoir des éléments de comparaison, une ministre, il me semble que c'était en Suède. Oui, en Suède. A acheté une tablette de chocolat. Tablette de chocolat à 10 €. Parce qu'elle avait faim, elle avait oublié son liquide, elle avait oublié sa carte bleue, elle l'a payé avec la carte bleue de son ministère. Ça a pas pris 2 heures pour qu'elle soit dégagée parce qu'on ne doit pas utiliser l'argent public pour ses fins personnelles. D'autres exemples, une personne aussi pareille, il me semble que c'était au Danemark, qui avait payé une tournée de pinte pour une vingtaine d'euros avec la carte bleue du ministère. Pareil, ça a été rendu public, ça n'a pas pris 2 heures pour qu'elle soit dégagée. Nous en France, pays de tradition monarchique, parce que c'est ce qu'on paye encore aujourd'hui, on a cette philosophie de dire, à partir du moment où la personne elle est élue, c'est bingo, loto, café, dessert et café gourmand. Au bout d'un moment, faut un petit peu arrêter, surtout qu'on a un pays qui croule sur les dettes, on demande à tout le monde de participer, c'est pas de la démagogie que de dire ça, je suis désolé. Et pour conclure, ça participe au thème du tous pourri, et on sait très bien, ça amène de l'eau au moulin à qui. Donc que ces politiques-là prennent leurs responsabilités encore plus aujourd'hui qu'hier. Ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont leur responsabilité de ne pas monter en épingle ceux qui sont les ennemis de la démocratie et ceux à qui on nous demandera ensuite in fine au peuple de faire barrage. J'ai pas envie de faire barrage contre quelque chose que le système ou que les politiques ont sciemment monté par leurs agissements, je suis désolé. Et les premiers à en subir les conséquences, Emmanuel, c'est vous à l'échelle locale, hein. Ah bah oui, complètement, parce que moi je le vois, hein, quand je vais tracter sur les marchés ou que je vais au contact des habitants. Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Je me rends bien compte que dans leur façon de me parler, ils sont dans le tous pourri. Et effectivement, je peux le comprendre. Après, c'est vraiment par l'exemplarité. On viendra pas à bout de ce phénomène-là sans une exemplarité de tous les instants. Alors moi, j'essaie déjà de me l'imposer à moi-même. Ouais. Et bon, après, ça commence. Moi, je suis vraiment dans les premiers échelons de la politique, on va dire. Et ça commence à partir de là. C'est-à-dire que quand on fait une réunion, il faut que tout soit chiffré, que tout soit programmé, qu'on puisse tout justifier. Et comme on le fait dans notre espace professionnel, qu'on puisse le faire aussi dans l'engagement politique. Pour moi, c'est la première étape, c'est l'exemplarité. Méziane est avec nous. Salut Méziane. Allô? Oui, Méziane, oui, bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Bien écoutez, je crois que c'est une question de générosité, hein. Lorsqu'il reçoit des invités, il est très généreux, il leur donne les meilleurs mets, les meilleurs plats, alors qu'il aurait très bien pu faire un couscous ou une chouchouka, hein. Mais sinon, à part cette plaisanterie, bien entendu, ce monsieur de Rugy, paraît-il, il donnait 1200 € par mois à son parti, qu'il déduisait par les impôts, mais c'était pas de l'argent de sa paye, c'était l'argent vous savez, de la caisse, la fameuse caisse là, pour les frais annexes. Oui. Et il était devenu non imposable. Un pauvre malheureux, c'est un type qui est tellement qu'il est fauché, il est non imposable. Par contre, un mec non imposable qui bouffe du homard, ça me surprend, moi. Bah, ça existe. Des gens, et qui boivent du champagne. Il aurait très bien pu faire un couscous, hein. Oui, mais écoutez. C'est économique, hein. Moi, je crois qu'il devrait faire une loi. Quand vous recevez des invités, vous faites un couscous ou une chouchouka. C'est très bien. Merci Méziane. Tu veux qu'on se mette tous les identitaires encore sur le dos? Ils sont déjà bien assez actifs en ce moment. Quoique c'est les premiers à manger des couscous aussi, hein, les identitaires. Hein, ils aiment pas trop les arabes et les noirs, mais ils aiment bien le couscous. C'est comme, vous savez, pendant le ramadan ou pendant l'Aïd, ils adorent les gâteaux. Alors ça, les baklawas, ça c'est un mortel, hein. Très très bien. Dites donc, je suis en train de regarder les questions du quiz. Il y a quand même quelqu'un qui est favorisé. C'est Razik Metiche.
Ça va Ouais. être un coup sportif. Ouais, j'ai l'impression, je dis ça, c'est bizarre, on a Ouais. perdu Faiza là. Tu me mets Faiza la n'est plus là. pression. Vous trichez. Franchement, Non, non, je suis pas de mèche, Faiza. Franchement, j'arrive, je découvre. Ah oui, non, mais personne. Attendez, il y a aucune corruption possible dans cette émission, je tiens à le dire. On n'est pas à la République, nous ici. On est à France Maghreb 2. On n'est pas au sommet de l'État. On se permet pas des dressings à 17 000 euros. On ne me donne pas ne serait-ce qu'un café pour avoir les questions. Non, ça n'existe pas. Mais, ouais, c'est vrai. Ouais, non mais. Une bouteille d'eau, ça peut se négocier ou pas? Je Une pense que réponse. ça peut même se finir en bataille d'eau, mais dommage qu'il y a du matériel électrique. Ça aurait été bien. Je rappelle qu'on est en alerte rouge, les gars. 20 départements ainsi que l'Île-de-France, alerte rouge canicule depuis 16h maintenant. Donc prudence évidemment. Pensez à aller voir votre voisin, si surtout c'est une personne âgée. Très important aussi, ce lien avec le voisin, pour savoir si tout va bien, prendre de ses nouvelles, la faire boire. Les enfants, pareil. Voilà, parce qu'on sait qu'ils aiment bien s'amuser les enfants, mais il faut les faire boire régulièrement, privilégier les parcs. Alors je sais pas d'ailleurs, tiens Faiza, est-ce que tu peux, ne serait-ce que pendant la pub, nous dire ce que ça change pour nous l'alerte rouge concrètement? Est-ce que les parcs sont ouverts? Alors l'alerte rouge, concrètement, elle change pas grand-chose. Elle t'explique juste que il y a des phénomènes d'intensité exceptionnels et que du coup il faut prendre des mesures de protection, boire beaucoup, se protéger, prendre des nouvelles de vos proches. Il y a pas forcément d'interdiction pour les choses comme ça. Les fermetures de parcs, elles sont faites par les municipalités, donc c'est eux qui, à leur appréciation personnelle, vont décider s'ils ferment tel ou tel endroit en fonction de la chaleur insupportable. Mais après la vigilance rouge, elle veut juste t'alerter sur le fait qu'il y a un phénomène d'intensité exceptionnelle qui arrive. 42 degrés demain à Paris, les gars. Ça va chauffer dur. On se croirait au bled, là, Vazik. Ah, c'est bon, moi, je me plains pas, je vous avoue, je dois être un des rares fous qui aime cette canicule. Bon, à tout de suite sur France Maghreb 2, avec évidemment la canicule au quotidien ici sur France Maghreb 2. On parle sans langue de bois. Et voilà, vous pouvez le faire. Nous appelons 01 40 33 9000 de Rugy. Est-il protégé en haut lieu? C'est la question qu'on vous pose. À tout de suite. Ça s'appelle Le Grand Forum et on est là en direct sur votre radio France Maghreb 2 tous les jours à partir de 16h avec aujourd'hui pour m'accompagner le patron du Modem 95, monsieur Emmanuel Michael, Razik Métiche de NotreBobigny.com et Faiza Ben Mohamed qui est journaliste et militante aussi. Oui, ça existe. Et c'est deux paires, journaliste et militante, ça existe. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre et répondre à cette question. De Rugy est-il protégé en haut lieu? Voici, messieurs, dames, ce qu'il a dit hier soir sur France 2. Écoutez. Attendez. Ah oui, non, mais d'accord. Si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas marcher. François de Rugy hier soir sur le plateau de France 2. Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Et Dieu sait s'il y en a eu des accusations. Il y a eu des centaines d'articles qui m'accusaient ou qui relayaient des accusations. Certaines étaient fausses, on le savait depuis le début, elles ont continué à être relayées. Les articles sont toujours en ligne d'ailleurs. Je me présente devant vous, devant les Français qui nous regardent, en honnête homme. Je vais vous dire, je n'ai jamais douté un instant que je réussirais à prouver mon honnêteté, puisque c'est à moi de prouver mon honnêteté. Aujourd'hui, les rapports qui ont été publiés par le secrétariat général du gouvernement, qui a confié cette mission à une haut fonctionnaire, contrôleur général des armées, ou le rapport de l'Assemblée nationale, confié au secrétaire général de la présidence, quelqu'un qui a été nommé avant que je sois président de l'Assemblée nationale et qui est resté en poste après. Eh bien, tout cela me blanchit. Voilà. Alors, les explications vous convainquent-elles de François de Rugy, mon cher Razik? Oh, mais quelle audace, franchement. Ah, mais fort, quelle audace, franchement. Là, encore une fois, les conseillers en communication de crise depuis le début du mandat, c'est une catastrophe. Avoir quelqu'un qui s'auto-blanchit comme ça, qui limite, il allait nous demander de l'argent, hein. Il allait nous demander des dommages des dommages à intérêt parce qu'il a pleuré devant tout le monde et qu'on a eu l'outrecuidance d'émettre une question sur des faits qui lui sont imputés. Ouais. Après, pour moi, ça va encore plus. Ça me rappelle l'affaire François Fillon. Ces hommes politiques-là, lorsqu'ils sont pris la main dans le pot de Nutella, ils comprennent pas en fait. Moi, je le crois de bonne foi. Il est de bonne foi, mais il ne comprend pas que ce qu'il fait n'est plus entendable, n'est plus acceptable dans la phrase de 2019. Le mal est profond. Là, pour moi, cet extrait-là montre bien ça. Et j'ai particulièrement goûté et apprécié la réplique cinglante qu'Edoui Plenel lui a fait sur tout. Alors là, il est parti sur tous les plateaux hier soir, hein. Il était déchaîné, le Edoui, la moustache. Hier, elle était frétillée de bonheur. Il était déchaîné et il tapait juste et il tapait fort. Il est dans l'air du temps. Je suis pas forcément un fan absolu de Mediapart, mais il faut leur reconnaître leur utilité. Ils savent soulever des lièvres et ils sont utiles à la démocratie. Les remettre en cause, c'est quelque part remettre en cause la liberté d'expression qui amène à soulever des scandales ou des affaires ou une pratique qui n'est plus acceptable aujourd'hui.
Nous sommes avec Kamel qui nous appelle de Montreuil, 01 40 33 9000. Vous continuez de voter évidemment. De Rugy est-il protégé en haut lieu sur Facebook, France Pagap 2, sur Twitter, le grand forum FM2, et on nous appelle en 01 40 33 9000. Kamel, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut Kamel, qu'est-ce qui se passe? T'es en train de dormir ou quoi, Kamel? Dans le politiquement correct, pour passer dans les médias mainstream. Je citerai Gamel Abina, il a dit quelque chose il y a quelques jours. Non mais tu parles de chroniqueur, tu mets des pluriels, je passe dans un média mainstream parce que t'arrives, tu nous salues, tu nous attaques en même temps en fait. Je comprends. Non mais c'est la liberté d'expression, France Maghreb 2, je suis désolé mon ami. Non mais tu dis quelque chose qui est factuellement faux. J'accepte la critique. Mon ami. J'accepte la critique lorsqu'elle est fondée. Tu parles d'un postulat qui est faux, tu m'as vu dans un média mainstream. Attends, bouge pas Kamel, écoute, c'est vrai que tu interpelles. Kamel, tu arrives là, tu commences à nous gazer direct. Bien sûr. Tu utilises un pluriel, tu mets tout le monde dans le même sac. Tu fais exactement ce que font les médias mainstream et tu viens nous critiquer sur ça. Je peux pas l'entendre. Mon ami, vous restez politiquement correct pour espérer. Vous dites Inch'Allah, on va passer à la télé. Mais c'est pas comme ça. C'est bien. T'es dans mon cerveau. C'est bien. C'est bien. Kamel. Tu penses. Je te laisse penser à ma place. Je te laisse parle pas pour toi. Il a dit. Faut pas sentir visé. Il parle pas pour toi, Razik. Il a dit. Je parle pas pour toi. Je parle. Voilà, Gamel Abina, il a dit. On peut, pour la guerre d'Algérie, on peut pas parler de génocide. Tous les génocides ne se valent pas. Moi, ça m'a sorti de mon corps. Ce que je te propose, Kamel, c'est de rappeler qu'on Gamal. On peut quantifier le préjudice moral. Voilà la question que je pose à Gamel. Kamel, tu rappelleras contre Kamel. Il y a quand même un petit problème là. Tu téléphones, Kamel, tu dis les chroniqueurs, donc déjà tu nous mets tous dedans. Moi personnellement, je sais même pas de quoi tu parles. Pareil, je découvre. T'appelles un jour, le max t'appelle un jour où Gamel Abina, il est même pas là. Il est pas là. Il était là hier. Il est même pas là pour s'exprimer. Moi, si j'entends quelqu'un, j'ai appelé hier, mais c'est impossible de joindre le standard. Aux grandes gueules à RMC, j'essaye d'appeler pour rejoindre. Des fois, il vous passe ou vous passe pas. Mais il fallait venir le tacler au moment où il était là. Vous n'êtes pas agressé sur un sujet dont on n'est même pas en train de parler. On n'a même pas encore parlé ni de la guerre d'Algérie ni de rien. Là, on était sur François de Rugy. Bon, soit vous avez le droit de choisir de changer de sujet, mais vous pouvez pas venir nous accuser de vouloir notre photo dans un média ou sur un truc. Franchement, faut pas. Ouais, Kamel. Offenser les gens si vous voulez obtenir une réponse et un dialogue constructif. Kamel, t'appelleras quand Gamal sera là, d'accord? Non, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir laissé parler. Et puis, j'espère que je vais pas froisser vos égos. Bonne fin de journée, au revoir. Mais non, même ça, tu vois, Kamel. On va le laisser avec c'est du venin, Kamel, c'est dommage. C'est dommage. Kamel, il faut te reprendre. Je pense que la chaleur, elle a dû te taper un peu sur le cerveau. Un peu d'eau, pas de l'eau fraîche, frère. Franchement, il y a même pas, franchement, c'est nul. Voilà, c'est nul. J'ai pas l'habitude de m'énerver sur des commentaires de gens, mais ça, c'est nul. Non, c'est nul. Déjà, c'est des procédés déloyaux, là. Ça, c'est des gens qui viennent vous attaquer quand vous êtes pas là. Ça veut dire demain ou après-demain, il va téléphoner pour râler que Razik a critiqué François de Rugy il y a 2 jours. Il va s'en prendre à ceux qui ont rien dit, qui savent même pas c'est quoi le sujet. Donc il faut se calmer. Et sur la question des égos, moi ça a froissé mon égo, je suis désolé. 01 40 33 9000. Preuve quand même qu'ici on peut s'exprimer. La preuve. Voilà. C'est vrai quand le disait Faiza, quand il y a un truc qui nous énerve, et Dieu sait que c'est régulier sur d'autres radios. On appelle, vous passez pas, surtout c'est pour balancer une critique, ou alors vous êtes obligé de comment dirais-je, de changer un peu vos propos pour espérer passer à l'antenne. Nous ici, vous voyez, il n'y a pas de filtre, voilà. Mais s'il vous plaît, un peu de. Le pire, je le sentais dès le début. Ah ouais? Ouais, réellement. De sa manière dont il a dit bonjour. Je le sentais dès le début. Pourtant, Kamel, je l'aime bien, c'est un mec bien, tu vois. Je le sentais dès le début. Ça fait un mec que je connais depuis longtemps. D'attaquer comme ça, des gens qui sont pas là, c'est moyen. Mais bon, je vais m'arrêter là. Oui, c'est pas grave. Revenons à De Rugy. Donc, De Rugy, finalement, toute cette affaire, toute cette révélation, Emmanuel, ça peut aller jusqu'où là? Maintenant, ça y est, bientôt les gens vont partir en vacances. Finalement, l'affaire De Rugy, on va l'oublier petit à petit. Et puis, il reviendra au gouvernement dès qu'il y aura une possibilité, c'est ça? Comment ça va se passer? Il a pas de candidature, en tout cas, hier soir. Il s'est blanchi, il a postulé. Ouais, non, mais c'est ça y ressemble quand même, Emmanuel. Non, j'y crois pas du tout. Pas du tout, parce que je pense qu'à partir du moment où, il s'est cramé ce qu'il a fait. En plus, le fait que ça soit, il s'est pas excusé, ce qu'il a fait, il l'a fait. Et en fait, il se rend pas compte que derrière l'aspect judiciaire. Ouais, c'est pas excusé, il a limite demandé. Au contraire, même. Pour le coup, je pense que en dehors de l'aspect judiciaire, il y a aussi il y a un rejet mais complet des Français vis-à-vis de ces pratiques-là. Donc à mon avis, il ne reviendra pas. Il y aura pas vraiment un Macron n'osera pas faire cette bêtise. Non. Je pense qu'il en a fait déjà suffisamment et qu'il la fera pas. Qui est Macron? Oui. Ah, c'est bien, c'est intéressant ça. Dans le casting et dans la communication, mais pas forcément lui en tant que personne, mais dans la gestion de crise dont on parlait tout à l'heure. Hier, on parlait de quelque chose, je sais pas si vous êtes d'accord tous les trois. Hier, on disait que Macron, socialement, c'était pas top, on a pu le constater quand même. Mais quand même, sur l'antiracisme, il faut quand même lui reconnaître
que c'est quand même un peu mieux que d'habitude, qu'un peu mieux que les précédents quand même. Si on devait comparer à une époque, 2014 par exemple, sous Valls, Premier ministre, Hollande, etc., on a quand même, c'était la totale. Est-ce que quand même on peut dire que Macron, c'est quand même un peu mieux quand même en matière de lutte contre le racisme, etc. Je sais pas, tiens Faiza, t'es d'accord ou pas avec ça? Sur la question de la laïcité, la question de l'islam de France, la question des musulmans en France, cette problématique-là, il a été pour l'instant plus que correct, contrairement à nombre de ses prédécesseurs et de personnes qui ont été à des hautes fonctions. Pour l'instant, on peut pas l'accuser d'instrumentaliser, par exemple, la question de la laïcité. Même pendant sa campagne, il n'en a pas fait un sujet. Oui. Ça a été d'ailleurs l'un des rares candidats à ne pas en avoir fait un sujet, justement. C'est vrai. C'est quand même, effectivement, moi je pense que c'est un peu à saluer. Il faut pas dire qu'il est bon, parce qu'il est toujours pas bon. Il est toujours mauvais sur cette question-là. Mais il faut quand même. Il n'est pas dans la surenchère, ce que je voulais dire en tout cas. Il est moins pire que les autres. Pour l'instant, il est moins pire. Ouais, on est d'accord, Azik. Ouais, je vais aller dans le même sens. Il est moins pire que les autres. J'en veux pour preuve déjà une de ses toutes premières sorties en tant qu'homme politique. Ça avait été et je l'avais particulièrement apprécié parce qu'elle était contre-tendance, contre toute la tendance de la classe politique française. C'était après les attentats du 13 novembre 2015, où on avait un Manuel Valls, El Blanco, qui avait complètement pété les plombs, qui voulait nous faire passer une loi digne du Front National sur la déchéance de nationalité pour les personnes de binationalité. Et ça avait été un des rares à porter ses valeurs et ses convictions et à sortir du bois, et en étant ministre, en se désolidarisant totalement des propos et de cette volonté, et avec un argumentaire sur le vivre ensemble qui était rafraîchissant sous le PS sous le PS Valls de la fin de mandature de François Hollande. C'était un de ses premiers actes, et en tant que candidat aussi, il avait absolument pas été dans la surenchère. Il y avait presque une acceptation libérale anglo-saxonne de la religion. Je pense qu'il faudrait peut-être le remettre dans cet esprit-là. Il a une conception de la laïcité à la française, mais aussi à l'anglo-saxonne, où il y a une tolérance qui est plus grande. Ça se ressent, je trouve, comparé aux autres hommes politiques qu'on a eu. Et oui, au-delà de dire ça fait du bien, c'est que dans cette France de ce début de XXe siècle naissant, c'est à noter. Après, le seul bémol que je mettrais, ça a été lors de son discours après le grand débat faisant suite aux Gilets jaunes, lors de sa conférence de presse. Il a eu 2 minutes sur la fin où justement, je pense qu'il devait reprendre certaines thèses du printemps républicain, où justement, où il avait des mots très durs sur des réalités qu'il n'avait jamais eu auparavant, qu'il n'a plus après. Donc je sais pas si c'était un petit moment. Il y avait aussi, faut pas se mentir, on était à quelques jours des européennes, donc est-ce qu'il fallait pas séduire un électorat, un petit peu, mais fondamentalement non. Sur cette Macron, question quand même, on est plutôt tranquille. Cette question, faut pas lui faire. Donc on est capable de, on n'est pas dans la critique à outrance et absolue. Vous voyez, quand il y a des choses bien, il faut aussi le dire. Et en fait, en même temps, c'est pas des choses bien, c'est des choses qui paraissent sont normales, absolument. Nous sommes avec Lakhdar de Paris. Salut Lakhdar. Bonjour. Bonjour Lakhdar. Je suis absolument désolé de cette intervention de ce monsieur Kamal. Bon, tout va bien Lakhdar, on s'en est remis, t'inquiète. D'autre part, je brûle de l'envie de vous appeler pour vous féliciter tous et toutes. Et moi qui ai un certain âge, je trouve que vous êtes venus un peu tard, mais vous êtes venus quand même, ces jeunes qui se choquent, qui réagissent à toute cette haine qui déferle sur nous. Et avec talent, vous le faites avec talent, sans excès. Vraiment, vous avez tout mon respect, mon amitié. Et pourquoi pas mon amour? Continuez comme ça. Merci Lakhdar, merci beaucoup. Ça c'est touchant. De belles paroles comme ça. Réellement, merci monsieur. Merci beaucoup Lakhdar. Merci à toi, au revoir. Voilà. Bah oui, c'est ça nos auditeurs, 01 40 33 9000, c'est vrai que ça fait du bien. Bon, l'affaire de Rugy, Razik, ça va s'enterrer avec les vacances, ça va vite se calmer, ça y est, Mediapart va lâcher un peu. Je pense qu'au niveau de la Macronie, on a pris acte de l'été pourri de 2018 et des conséquences sur la rentrée politique. On a circoncis très vite l'incendie. Ça veut dire à partir du moment où on l'a dégagé du gouvernement, parce qu'il était numéro 2 ministre d'État, c'était le
le deuxième personnage du gouvernement après Édouard Philippe, donc c'était pas n'importe qui, François de Rugy. D'ailleurs, je sais pas comment il a eu ces titres-là, faudra qu'on m'explique. Enfin, la trahison en politique est très bien payée. Il en a fait preuve, hein. Avec Benoît Hamon, il a été quand même pas mal non plus. En matière de trahison. Ce que je dis, pour moi, c'est le valse des Verts. Le PS a Emmanuel Valls, François de Rugy, c'est le valse des Verts pour Europe Écologie. C'est la même chose. Ça veut dire, il était à Europe Écologie, il était très à droite. On se demandait même comment il pouvait cohabiter avec une Karima Deli, par exemple, députée européenne. Enfin, il y a quand même un moment, Europe Écologie devra un peu clarifier ses positions et son positionnement politique. François de Rugy a participé à la primaire ouverte de gauche en signant un papier, en jurant, mais je crois qu'il a croisé les doigts aussi comme Manuel Valls, il regardait pas quand il a signé, donc, en signant qu'il soutiendrait le candidat. Benoît Hamon a gagné, il a dit bon ben merci mais au revoir. Il est parti d'Europe Écologie Les Verts et s'est retrouvé donc au gouvernement et oui, la trahison politique est bien payée, il a fini numéro 2 du gouvernement. Donc ouais, pour moi oui, bon vent ce genre d'opportuniste, je pense qu'on peut l'appeler ainsi, ce genre d'opportuniste politique n'apporte rien au débat, à la clarification du débat, au positionnement politique, à la moralisation de la vie publique. Merci et au revoir. Bon, d'autant plus que Elisabeth Borne, qui est la ministre du Transport, qui a hérité de son portefeuille ministériel, elle n'a pas eu le ministre d'État. Hein. Faut le signaler quand même. Non. Voilà. Nous sommes avec un auditeur dont j'ai perdu le prénom. Pardon. Bonjour. Chakib, vous nous appelez d'où, Chakib? D'Orléans. De Orléans. 41 degrés. Ah oui. 41 degrés. Ah ouais. On bat des records aujourd'hui. Comment va Jeanne d'Arc, Chakib? Jeanne d'Arc, avant-hier, c'était quand l'Algérie a gagné. C'était vendredi. Ils sont montés. Ils ont mis un drapeau algérien. Ah ouais. Comme les Mila Abdelkader. Ah ouais. Ils ont osé quand même, hein. C'est bien. Bon, Chakib. Ouais, bon, voilà, c'est festif. Bah oui, c'est festif, évidemment. Ouais. Donc moi, je vous appelle, c'est juste pour vous poser une question, en fait. Est-ce que le président de la République a une fiche de paye? Comme nous, quoi. Ah, alors je sais pas, moi. Et de deux, une proposition, pourquoi ils touchent pas le SMIC? Je sais pas, 2000 €, ça leur suffit normalement. Ou même 1500. Bon, alors quand même, le poste de président de la République, c'est quand même un poste à plus qu'à plein temps quand même. Hein. Il faut être open, il faut... Tu vois ce que je veux dire? Bah, à plein temps, moi, je suis prêt à le prendre pour 3000 €. Après. Non, mais quand tu vois qu'il y a des dirigeants de sociétés privées qui se prennent des 50, 60, 70 000 balles par mois, quand même, président de la République, c'est quand même à la tête d'une grosse entreprise qui s'appelle la France quand même. Oui. Enfin, je sais pas, après, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu caricatural quand même. Mais pourquoi pas, je veux dire, est-ce qu'il a une fiche de paye, Emmanuel? Est-ce que vous le savez ça? Non, je sais pas du tout. Oui, il en a une, il est fonctionnaire, il est haut fonctionnaire, il est salarié à hauteur de... si je me trompe, je dois pas me tromper de beaucoup, mais c'était dans les derniers mois, c'était 19 000 € bruts. Quand pour les ministres, par exemple, sont rémunérés à hauteur de plus... à peu près 10 000 € bruts, les secrétaires d'État 9 500 € bruts. Mais après, tu as des gens qui sont mieux rémunérés que le président de la République. Bien sûr. Par exemple, le président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, pas le président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général est rémunéré à hauteur de 18 € net. Donc en brut, ça doit faire presque du 25 000. Donc il touche plus que le président de la République. C'est pas lui qui est le mieux payé. Hein. Ah ouais. Vous vous rendez compte quand même, c'est quand même bizarre. Hein, quand même, et puis même si on rapporte au niveau du taux horaire, le président de la République il travaille combien d'heures par jour? Combien d'heures par semaine? Combien d'heures par mois? Bah il compte pas quoi. Bah, après ça reste une astreinte. Hein, le président de la République, voilà, il est 24 h sur 24. Donc même en vacances, il est toujours restreint. Dans notre travail, on est aussi rémunéré. Après, c'est vrai que ça reste pour le commun des mortels des rémunérations qui peuvent paraître excessives. Mais moi, je tombe pas vraiment dans les procédés démagos à dire ouais, mais il a qu'à aller manger des chips ou aller manger à ses frais, machin. Il faut quand même garder un peu de mesure là-dessus. Il est président de la République, il a un devoir de représentation, il a un devoir d'être de disponibilité 24 h sur 24 pendant 5 ans, tous les jours, 7 jours sur 7. Oh, c'est pas un boulot facile, hein, franchement. Ah, c'est sûr. Ouais. Non, c'est pas facile, surtout quand on voit quand même. Enfin après, je suis pas non plus macroniste, hein, mais faut pas que ce soit lui ou un autre. Faut pas lui jeter la pierre à lui en particulier. Oui, puis t'as un niveau de stress. De tout temps, il y a eu des rémunérations faramineuses. Bah, c'est Nico qui s'était octroyé une petite augmentation, je crois. Oui, il avait quasiment doublé, il me semble, de mémoire. C'est pas mal quand même, Nico. Ouais, mais après, Paul Bismuth ou Nicolas Sarkozy, on sait pas lequel. J'ai pas envie de tomber dans la démagogie, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que les fonctionnaires, les hommes politiques, le président de la République, les députés, ont ce niveau de salaire pour justement qu'ils soient imperméables à la corruption. Oui. Ça veut dire si demain vous dites bon allez,
les députés, vous touchez tous 1500 €, le président c'est 3000 et le ministre c'est 2000. Bah, vous allez avoir des gros lobbies, des lobbyistes, vous allez avoir des personnes qui ont des intérêts pour pousser, bah, qui feront en sorte que ces personnes-là seront peut-être un peu plus perméables. Justement, la fonction publique, c'est ils font comme les joueurs de foot, ils font de la pub pour payer leur fin de mois. Ouais, ce sera ça, ouais. Bah oui, c'est justement pour les sécuriser, pour justement que l'intérêt public soit toujours au cœur de leur mission. De Rugy qui ferait les régies d'Annette. Pour des homards, non, pour des homards. Ah, pour des homards, pour une marque de champagne très connue. Ça pourrait être pas mal. Valls, qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver? À ce propos, le gouvernement a émis hier une nouvelle circulaire sur alors avec des guillemets, c'était pour la probité, la dignité et l'exemplarité des membres du gouvernement. Dans laquelle il est mentionné que, il est rappelé en tout cas parce que c'était déjà déconseillé, que les ministres n'ont pas le droit d'accepter par exemple des voyages à titre privé et maintenant de peu importe quelle personne qui voudrait leur offrir des cadeaux ou quelque chose, un voyage privé c'est interdit. Tout ce qui est... moi je tiens à dire que j'ai le droit, hein. On a le droit nous, hein. Si on veut nous offrir un voyage privé, moi je prends. Hein. Oui, mais bon, toi t'es pas ministre, c'est pas grave. Non, ça c'est clair. Tu peux accepter. Oui. c'est même pas de la corruption. Et donc aussi par rapport aux cadeaux, tous les cadeaux qui leur sont offerts, en tout cas pendant l'exercice de leur fonction, doivent être répertoriés et enregistrés en tant que cadeau qui est fait au ministère auquel ils apprennent. Ou ce qui est normal, hein. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'avant c'était pas le cas, ça veut dire. Mais oui, donc ça veut dire qu'avant ils avaient le droit d'accepter des cadeaux, des voyages. Mais il y avait des primes en liquide, c'est j'ose pas qu'il ça Bien évidemment, enfin on a un niveau sur la 5ème République, on peut se le dire tranquillement. République bananière. Dans certains pays, dans les pays anglo-saxons, ils rient de nous. Enfin qu'on se le dise. Le président français, pour avoir vraiment la mesure de qui il a autant de pouvoir, même il a plus de pouvoir que la reine d'Angleterre et le président des États-Unis réunis. Il nomme les recteurs d'université, il nomme les directeurs de la PHP, il nomme les ambassadeurs. Enfin, il a un pouvoir de nomination, il a des pouvoirs propres, en plus de l'article 16 auquel il peut recourir, qui peuvent nous faire dire, oui, qu'on a quasiment l'homme le plus puissant dans une démocratie, ça s'appelle le président de la République française. Oui, complètement. Oui, mais Emmanuel, t'es d'accord? Ah oui, complètement. Mais de toute façon, le président de la République dans cette constitution-là, bah, c'est le cas, hein, clairement. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a l'Assemblée nationale, mais qui est pour le coup... c'est la chambre d'enregistrement. Voilà, là, c'est une chambre... Je dirais pas que c'est une chambre d'enregistrement, mais une grande majorité des députés donc sont issus de la République en marche ou du MoDem ou des partenaires. Donc effectivement, c'est vrai que on n'est pas loin d'avoir... beaucoup de pouvoir, quoi. Vraiment, énormément de pouvoir. Quelques infos zappées, messieurs, dames. Bienvenue sur France Maghreb 2 avec, cette petite info qui m'a fait rigoler. Une paire de chaussures de sport de 1972, l'une des premières fabriquées par Nike, a été adjugée à $437 000 aux enchères à New York. Le précédent record, sachez-le, détenu par une paire de Converse que le légendaire Michael Jordan aurait porté en 84 lors de la finale du tournoi olympique de basketball à Los Angeles. Elle avait été adjugée à l'époque déjà à $190 373 en 2017 lors d'une vente en Californie. Voilà. La paire de chaussures de 1972 Nike, les gars, ça donne envie ou pas? Je vais aller faire des brocantes cet été, moi je crois. Hein. On va trouver des chaussures bien vieilles. Ah ouais, c'est pas mal quand même. J'en ai peut-être dans mon garage, faudrait que je regarde. Quand même. Ah ouais, éventuellement cherche bien, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Ce sont des révélations, j'en parlais tout à l'heure, faites ce matin dans un article du Monde, mis en ligne sur leur site internet et qui reviennent sur les incidents qui se sont produits à Nice pendant les manifestations des Gilets jaunes. Geneviève Leguet, militante d'Attaque, manifestait place Garibaldi dans le cadre de l'acte 19 des Gilets jaunes en mars dernier. Plusieurs vidéos immortalisaient cette séquence où l'on peut d'ailleurs voir Geneviève Leguet s'exprimer quelques minutes avant la chute, lui occasionnant les différentes blessures qui la conduisaient à l'hôpital. Très vite, plusieurs vidéos et témoignages permettaient de reconstituer un contexte clair et sans aucune ambiguïté sur le déroulement des faits ayant conduit à sa chute. Et une charge policière soudaine et selon plusieurs observateurs assez imprévisible au vu du calme régnant alors sur les lieux avait conduit alors à un mouvement précipité et désorganisé des manifestants cherchant à fuir les policiers. Mais le procureur va lui rapidement affirmer qu'aucun policier n'a touché la manifestante. Aujourd'hui, il explique pourquoi il a donné cette version qui a finalement été démentie par les faits. Il fallait éviter de mettre le président de la République en difficulté. Voilà en substance, et selon les informations du Monde, comment le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prête, s'est justifié auprès de sa hiérarchie d'avoir initialement transformé un peu la vérité.
et d'avoir dédouané surtout les forces de l'ordre 3 jours après les graves blessures de Geneviève Lequet, 73 ans, lors d'une charge policière pendant une manifestation interdite des Gilets jaunes le 23 mars dernier. Parmi les différentes explications quand même données par le magistrat dans le cadre de son audition, demandée par le directeur des services judiciaires en avril, il a affirmé donc qu'il n'avait pas voulu mettre le chef de l'État dans l'embarras avec des divergences trop importantes entre les versions et ceux de sa propre initiative, souligne-t-on. C'est gravissime quand même, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'offusque quand même qu'un procureur mente ouvertement finalement. Non, mais qu'un procureur mente ouvertement, à mon avis, c'est quelque chose de beaucoup plus courant que ce qu'on pense. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils le reconnaissent plutôt, qu'ils le disent. Parce que des mensonges comme ça, on en a eu, on a dû en avoir notamment sur des questions de violence policière. On a dû en avoir des tonnes. Vas-y, ça me laisse sans voix. Moi, ça me pose la question de la séparation des pouvoirs dans notre pays, où même je vais reprendre ce qu'écrit notre constitution, on parle d'autorité judiciaire, on ne parle à aucun moment de pouvoir judiciaire, et lorsqu'on remonte le procureur qui est désigné par le parquet, ça remonte au pouvoir exécutif. Peut-être que là aussi on devra se poser un jour la question. Ouais. Emmanuel, c'est pas très rassurant quand même tout ça. Non, je trouve pas ça très rassurant effectivement. Après ce qui est bien, c'est que ça finit par se savoir, il faut qu'on en tire les leçons, et que peut-être qu'il y a des choses à faire dans ce sens-là pour éviter que ça ne se reproduise. Un autre info zappé qui nous emmène en Tunisie, où a priori une odeur pétrite se répand à des dizaines de mètres autour de la morgue de l'hôpital de Gabès dans le sud de la Tunisie. Des dizaines de corps recrachés par la mer après des naufrages en Méditerranée s'entassent en attendant d'être dignement enterrés. C'est un véritable problème apparemment du côté de Gabès, Razik. Scandaleux, je le dis, je le vis, je le ressens. La Méditerranée, c'est en train de devenir le plus grand charnier d'Europe et d'Afrique. On a un espace qui a toujours été un espace de partage, qu'on parte de l'Empire romain aux Grecs, en passant aux Phéniciens, en passant sur toutes les grandes cultures qui ont émaillé ce bassin méditerranéen. Aujourd'hui, la forteresse Europe, on est en train d'en faire le plus grand charnier d'Europe, des dizaines de milliers de morts. Le compte est macabre, enfin c'est scandaleux. Je le dis de plus en plus, j'ai de plus en plus de mal à nager en Méditerranée, pourtant Dieu sait que j'aime cette mer. Ouais. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est la police de Charleroi qui a tenu à saluer le comportement des supporters algériens vendredi soir à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les policiers de Charleroi félicitent les Algériens pour leur bon comportement. Ça, c'est bon à prendre, messieurs, dames. On prend dans un instant vacances, destination. Allez, faites-nous rêver, à tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. D'ailleurs, il y a une petite polémique sur le fait qu'il n'ait pas fait son service militaire, enfin si j'ai tout bien compris en tout cas. Qu'il le laisse tranquille un petit peu, que les gens prennent les faits, rien que les faits, ils se rendront compte rapidement que ça tient pas chronologiquement parlant. Tu me tends une perche de malade. Les faits, rien que les faits. On est passé pour ce qui est de l'assassinat, parce qu'on peut parler d'un assassinat roué de coups à Rouen de Monsieur Barry, enseignant à l'université de Rouen. Un Algérien, un Turc, et maintenant il s'agirait finalement de Damien. Il a 29 ans, c'est un Français. Voilà. Après, on met pas les bons mots à chaque fois. En fait, le problème qu'il y avait eu à Montpellier, c'est un chauffard. Au-delà de son origine, c'est un chauffard qui roulait à 140. Et la justice, il devra répondre de ses actes devant la justice. Et là, pour le coup, malheureusement, c'était un déséquilibré mental. Voilà, c'était quelqu'un qui était sous curatelle, qui était déjà passé à l'acte. Qu'on vienne à chaque fois nous dire l'origine de la personne, ça nous fatigue au bout d'un moment. Et surtout lorsqu'on voit les proportions que ça a pris sur les réseaux. Enfin voilà, il faudrait peut-être se poser des questions. Ouais, voilà. Donc ça, c'était une petite information quand même importante. Hein. On n'entendra pas forcément ailleurs. Non mais tu fais bien de le rappeler. Et je pense que il faut qu'on arrête justement de donner des informations qui sont complètement fausses. Et c'est dramatique parce que ça se relaie sur Twitter et puis on le voit tellement qu'on a l'impression que c'est une vérité. Absolument. Alors que c'est pas le cas. Bah oui. Alors, le Bordeaux, quand vous regardez les chaînes d'infos, vous écoutez pas forcément ce qui se passe, mais vous lisez ce qui se passe. Ouais, exactement. Et là, c'est vraiment très accrocheur. Ça reste. C'est fait pour rester d'ailleurs. Bon, alors on va parler un peu vacances, les gars, parce qu'il faut qu'on parte un peu en vacances, on va reposer. Il y en a qui savent pas trop où aller, et on s'est dit tiens, alors d'abord première question, Razik, est-ce que tu es bled ou tout sauf bled l'été? Moi, non, pas de bled l'été. C'est pas ma saison l'été. J'aime pas aller juillet-août. J'évite au maximum d'y aller, sauf impératif ou mariage. Ah oui, d'accord. Ok. Emmanuel, bled ou pas bled l'été? Bled l'été quand j'étais plus jeune, donc j'y suis allé quasiment tous les étés, tout le mois d'août à chaque fois, et c'était très bien, mais par contre il y a beaucoup de monde et il fait très chaud parce que c'était en Égypte. Oui, d'accord. Donc c'est pas forcément le meilleur moment et c'est pas le moment que je conseille moi aux gens pour aller en Égypte. Mais oui, j'ai réuni un Égyptien et un Algérien sur un même plateau. C'est ça. Donc c'est possible. Ça peut se faire, voilà. Et même une Marocaine d'ailleurs, un peu perdue la Marocaine, elle est là.
Non, moi je suis jamais perdu. Ils me font partie. Bled ou pas bled l'été, Faiza? Ah, bled et rebled. Bled et rebled. Ah, très bien, très bien. Ah oui. Alors, il y a quand même des destinations qui sont très sympathiques, évidemment, hormis le bled, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, où il y a de très très belles choses à voir et visiter. Mais c'est vrai que l'été, par exemple, je prends l'Algérie, il paraît que c'est pas la meilleure période parce que il fait très chaud, c'est très sec. Alors que le printemps, en l'occurrence, c'est une très belle saison vraiment pour découvrir l'Algérie. C'est fleuri, c'est magnifique, ça sent bon. Enfin voilà. Alors que l'été, c'est pas top. Alors moi, je me suis dit, tiens, faites-nous profiter et dites-nous vos meilleures expériences, vos meilleures vacances, vos destinations, peut-être pas forcément les plus chères, hein, mais vraiment la destination qui vous a marqué. Toi, Razik, je sais que tu as beaucoup voyagé, fais-nous rêver. Si tu devais nous emmener quelque part là, Emmanuel, Faiza et moi, tu nous emmènerais où? Alors franchement, pour conseiller aux familles, un truc qui reste... un truc familial, ouais. Un truc familial qui est relativement accessible et qui m'avait réellement surpris, Majorque. L'île de Majorque c'est pas très loin, en Espagne. Non, c'est pas loin, c'est la bonne saison. Ce qui est bien entre juin et septembre, vous n'avez pas besoin de prendre des longs courriers pour trouver du soleil. La Méditerranée l'offre un peu partout. Et Majorque, vous avez parmi les plus belles eaux de la Méditerranée, des eaux transparentes, des Espagnols qui savent recevoir, qui savent faire la fête et qui savent respecter aussi qui savent accueillir les touristes, les visiteurs, qui soient en famille, en couple, célibataires, jeunes, moins jeunes, etc. Le pouvoir d'achat, c'est pas le même euro. Lorsque vous franchissez la frontière côté espagnol, l'euro, il y a plus de pouvoir d'achat, c'est une réalité, que ce soit pour les fumeurs, pour ceux qui aiment sortir, qui aiment manger dehors, vraiment tout est accessible et le billet d'avion est relativement pas très cher. Vous avez des compagnies comme Transavia, comme Ryanair, je vais en citer une dernière comme Air France, comme ça on fait de la pour personne, qui desservent l'aéroport, qui desservent Palma. Il y a une forte histoire. Ça a été un des points de passage, par exemple, lorsque l'armée française est partie en Algérie. Lorsque vous prenez un trait, Majorque est pile au milieu, en fait, d'une ligne de Marseille-Alger. Majorque est pile au milieu. L'armée française, lorsqu'elle a débarqué à Alger, elle a fait escale à Majorque pour l'élément d'histoire. Ça a été aussi un terre-plein pour la conquête andalouse à cette époque-là, donc à l'époque arabo-andalouse. Donc c'est un lieu chargé d'histoire, donc je conseille et c'est pas cher. Très bien, moi je prends l'île de Majorque. Ça c'est pour l'aspect familial et entre potes. Entre potes? Ouais, un endroit sympa, festif. Franchement, sympa. Je vais vous surprendre, la Turquie. Ah ouais? La Turquie et la Turquie. J'aime les Turcs, j'aime la Turquie, j'aime leur histoire. Où la Turquie? Où? Franchement, vous pouvez aller partout. La Turquie, je crois, c'est un pays que j'ai plus sillonné que l'Algérie. Un peu moins que la France. C'est le deuxième pays au monde que j'ai sillonné. Vous pouvez aller à Antalya, vous pouvez aller à Kemer, vous pouvez aller à Antalya, vous pouvez aller à Bodrum, vous pouvez aller à Tougoutres, que je conseille vivement. Izmir. À Izmir. Moi, mon coup de cœur, c'est Tougoutres. Tougoutres, en fait, c'est une ville qui a 10 km de Bodrum. Vous avez Bodrum pour les touristes locaux, pour les touristes étrangers, festifs, anglais, allemands, etc. Si vous voulez faire la fête, vous enjaillez, etc. Pour ceux qui ont encore l'âge ou pas, il n'y a pas d'âge pour faire la fête. Mais si vous voulez avoir le lieu de villégiature des Turcs, c'est Tougoutres, à 10 km. Il y a autant de monde à Tougoutres qu'à Bodrum, sauf que c'est un autre type de tourisme. Et moi, j'ai eu la chance de rester une semaine là-bas. J'étais le seul touriste, je mets des guillemets crochets, je me considère pas comme un touriste mais comme un être humain sur terre, et j'avais été reçu mais comme un roi parce que justement les Turcs ont cette fierté là et ont envie que vous repartiez toujours avec un bon souvenir de leur pays, donc je le conseille. Istanbul, faut le faire. Istanbul, faut faire absolument. Ouais, absolument. 3 jours, ça suffit. 3 jours, c'est très suffisant. Très suffisant. Après, Turquie, il n'y a pas assez d'une vie, je pense, pour découvrir ce pays. Bon, alors vous nous dites et vous nous appelez 01 40 33 9000 pour nous faire rêver, nous faire profiter de vos vacances que vous avez comme ça programmées ou des anciennes vacances qui vous ont comme ça marqué. Faiza, est-ce qu'il y a une destination comme ça que tu nous recommanderais, qui t'a marqué, hormis le Maroc évidemment? Dubaï, ah oui? Ouais, je sais que c'est beaucoup critiqué pour le côté bling bling, mais à Dubaï, moi j'y suis allée l'année dernière, je suis restée une semaine, je suis allée en famille avec mes sœurs, mes tantes, mes cousines et tout. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, Dubaï, il n'y a pas que le côté bling bling, d'ailleurs il est vachement minoritaire. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié aller dans la vieille ville où il n'y a pas que de riches émiratis, machin, c'est vraiment en fait il y a un côté où c'est vraiment le bled quoi. Après, sinon, je vous conseille Nador, comme d'hab. Ouais, c'est sympa, Nador. Dubaï, Razik, tu connais? J'ai fait escale, ça m'a suffi. Ouais. D'accord. Sans critique aucune, non, j'ai fait une escale longue. Comme là, dans la plupart des pays du Golfe, je franchirai un jour le cap et j'irai réellement pour me faire mon avis. Ça m'attire pas les mains, ça. C'est pas ce qui m'attire le plus, je vais pas. Emmanuel, quelle est la destination que tu pourrais nous conseiller qui t'a fait rêver, que t'as faite? L'Égypte.
Je vais faire le pur chauvin. J'aurais dû dire l'Algérie, on peut refaire ou pas? Non, mais pour le coup, sans vouloir être chauvin, honnêtement, c'est l'un des plus beaux pays du monde. C'est l'un des plus beaux pays du monde, et puis il y a tout à faire là-bas. Donc il y a le côté historique qui est vachement sympa et que tout le monde connaît un petit peu au moins. Après il y a les plages, il y a vraiment l'aspect typique du pays où on se rend pas compte si on n'y a pas été, vraiment comment ça peut être dans certains endroits, je pense au souk ou même dans la vie de tous les jours où c'est vraiment une identité particulière. L'Égypte, tu connais Razik? Non, je connais pas, j'ai pas eu Reza, non. Non, elle connaît pas. Mourad est avec nous au 01 40 33 9000. Salut Mourad. Salut Christophe, salut l'équipe. Salut Mourad. Comme je te disais, je vais peut-être être hors sujet. En fait, j'appelle, c'est pour faire un appel à témoins. Oui. En fait, je t'explique, il y a eu un accident. J'ai un ami qui a eu un accident le jour de la finale de la CAN. C'était au Havre? Non, c'est sur Paris en fait. Avenue Montaigne. D'accord. Il a été fauché par un motard. Ouais. Et le motard s'est sauvé. Et mon ami là, il est dans le coma depuis. Oh là là. Et en fait, je voulais faire un appel à témoin pour savoir si quelqu'un aurait vu quelque chose ce soir-là. Ça s'est passé vers 1h du matin, au niveau du 27 avenue Montaigne. Et j'ai un ami qui a partagé une publication. Si je peux donner son nom. Enfin, vas-y, je t'en prie, vas-y Mourad. Alors c'est KH espace LI2F. Vous allez sur sa page, il a partagé l'appel à témoins. Donc si ça peut être partagé par votre équipe et puis plus si possible, voilà. Envoyez-nous un message en privé sur la page Christophe Le Grand Forum. On partagera avec évidemment beaucoup de, voilà, c'est notre devoir aussi. Et merci. J'espère en tout cas qu'on pourra éventuellement vous aider à retrouver et surtout avoir des éléments d'information en espérant que votre ami s'en sorte rapidement, cher Mourad. Oui, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à votre équipe et à tout le monde, quoi. C'est normal. Justement, si je peux en profiter. Oui. Malheureusement, on a eu le même cas. Là aussi, c'est une personne qu'on connaît très bien sur Bobigny, un ancien de Bobigny qui a été fauché en fait au Havre. Pareil, où la personne malheureusement est dans le coma. J'ai une grande pensée pour sa famille. Pareil, la personne ne s'est pas arrêtée. Donc c'était dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h10 du matin, au Havre, au niveau de la cour de la République du Havre. Si vous avez des éléments, merci de vous rapprocher. Il y a une famille qui est en pleurs, qui est pas en deuil mais qui est en souffrance et qui se pose des questions et qui est en attente de réponses. Donc voilà, si vous pouvez partager aussi, je pense à ceux qui sont WAP, qui nous écoutent. Si vous avez des éléments, si vous pouvez vous rapprocher des services compétents. Merci en tout cas Mourad et on partagera avec grand plaisir. Merci beaucoup. KH espace LI2F. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mourad. 01 40 33 9000. On parle de vacances. Alors moi j'ai une petite destination à vous conseiller et pourtant j'y étais pas totalement emballé lorsque mon épouse m'a incité à y aller ainsi que mon fils. C'est New York. J'ai kiffé de ouf. Franchement, c'est à faire au moins une fois. Razik, tu l'as fait? Je m'appelle Abdelrazik, j'attends que Trump parte du pouvoir. Je sais qu'ils ont un problème au niveau de la douane de JFK. Non mais tout va bien, je t'assure que tout va bien. Je suis douanophobe. Ouais, chacun ses phobies, moi je suis douanophobe. Réellement, après j'ai rien à me reprocher, je suis quelqu'un de très gentil, très avenant, un bon citoyen, gentil, adorable à souhait. Mais les New-Yorkais sont adorables. Paraît-il. Ah ouais, non mais je te le confirme. Non mais je le confirme aussi, j'ai eu la chance de voyager énormément dans le monde et tous les Américains que j'ai eu la chance de croiser dans le monde ont passé des soirées, des débats, des échanges où j'aimais avoir à converser avec eux, mais c'est une réalité. J'ai des amis qui travaillent chez Air France qui me tannent pour aller aux États-Unis. Un jour je franchirai le pas, mais pas aujourd'hui. Alors, Emmanuel, t'as pas fait New York encore? Ah bah si, je l'ai fait. Alors, 2 fois pour t'as kiffé? Alors comme toi, la première fois où je l'ai fait, j'ai vraiment adoré. Mais j'en garde un super souvenir. J'étais pas resté très longtemps, à peine 72 heures on va dire. Je suis resté que 3 jours. C'était une semaine. J'ai retourné New York moi. Mais j'avais beaucoup aimé. Et puis cet aspect-là, cette mentalité américaine, vachement avenant, etc. J'avais vachement apprécié. Mais j'y suis retourné cette année. Alors est-ce que c'est l'effet Trump? Parce que la première fois c'était en 2014 et là j'y suis retourné en 2019. Ouais. Et j'ai quand même trouvé ça beaucoup moins bien que dans mes souvenirs. Alors après, est-ce que, peut-être que c'est moi qui ai changé aussi, mais j'ai senti que les gens étaient plus froids et qu'il y avait moins cette envie d'aller vers l'autre. Alors après, peut-être que c'était aussi moi, parce que je sais pas, mais... Peut-être. À quand Faiza Ben Mohamed à New York? Avec son tweet?
Franchement, pour l'instant, c'est pas une. Vous m'avez presque convaincu, mais peut-être que j'y penserai plus tard. Mais non, mais je t'assure, c'est magnifique. Et en plus, on mange halal normal là-bas. C'est normal, je veux dire, il y a des vendeurs, tu manges des hot dogs, il y a beaucoup de Pakistanais. Mais tu vois, Razik, il évoquait tout à l'heure les problèmes de douane. Moi, franchement, même si j'y allais, là, je serais pas sereine. C'est pareil. Une fois que tu arrives sur place, c'est de savoir qu'on peut te refouler comme ça, tout en connaissant mon passé militant et mon présent militant. Je suis pas sûr que je pourrais passer. En fait, j'ai pas envie de leur donner ce pouvoir-là d'avoir un officier américain qui vient, qui me pose des questions, je comprendrai la moitié. J'ai pas envie. C'est vachement humiliant et franchement, c'est offensant, quoi. Mais complètement. Pour l'instant, je préfère pas prendre le risque. Bon, très bien. Un petit conseil pour les tourtereaux, les amoureux, s'il y a des personnes qui se sont mariées, qui veulent partir en voyage de noces, une destination ou un circuit, un trek que je conseille. Prenez un billet d'avion, allez à Bali, c'est la bonne saison, ça revient pas trop cher. À Bali, lorsque vous y êtes, vous avez des îles, je pense aux îles Gili, Gili Air, Gili Tran, Gili T, où vous pouvez nager avec des tortues. C'est une merveille du monde. Vous avez des choses à découvrir dans des excursions pas chères. Les Indonésiens sont accueillants à souhait. Il y a d'autres îles aussi que Bali. En Malaisie aussi, je conseille. Ouais, on me l'a conseillé, Malaisie. Malaisie, vous pouvez même faire un trek. Vous partez de Thaïlande, vous atterrissez à Thailand, par exemple, vous atterrissez à Phuket. Vous restez quelques jours à Phuket parce qu'il faut pas mourir idiot et parce qu'il y a parmi les plus belles plages du monde. Si vous n'aimez pas trop le tumulte, vous résidez pas à Patong, vous allez plus du côté de Kata, Katanoy où ça sera plus calme, plus familial. Vous prenez ensuite un speedboat, vous allez sur une île qui s'appelle Koh Engai, qu'on surnomme le petit paradis là-bas. C'est une île désertique où il y a même pas un vélo, où vous avez des plages cristallines, c'est un point de départ pour de belles excursions. Vous partez ensuite, vous faites 1 heure de traversée de bateau, vous arrivez à Koh Lipe, qui est une île plus festive, un peu plus habitée, et qui pareil est baignée par des eaux chaudes à 27-28 degrés toute l'année. Et lorsque vous êtes à Koh Lipe, en fait vous faites une traversée de 3/4 d'heure en bateau, vous arrivez en Malaisie, vous arrivez à Langkawi. Langkawi, pour ceux qui aiment faire du shopping, c'est une île qui est détaxée, vous avez l'équivalent des Galeries Lafayette, des grands magasins à moins 80% toute l'année. Là, ça part la paisa là. Enfin vraiment, vous pouvez faire votre shopping. Et Langkawi, c'est le début de l'océan Indien, c'est la frontière avec l'océan Indien, donc c'est des paysages plus verts, plus boisés. Vous pouvez faire des randonnées en scooter des mers pour 30 €. Vous accédez à des criques paradisiaques. Là aussi, vous avez un mélange, un melting pot de population. Vous pouvez avoir des hindous, des bouddhistes, des musulmans et des gens qui en fait juste sont des êtres humains, se respectent dans leur vie. Et oui, pour ceux qui sont spirituels, ce sont des terres qui sont marquées par la spiritualité, qui sont de belles coupures, de belles respirations. Et pour commencer un mariage, quoi de plus beau que d'aller là-bas. France Magal 2, c'est beaucoup mieux que Thomas Cook, vous l'avez entendu. J'aurais dû faire agent de voyage en fait, je crois. Moi j'ai raté une vocation. T'as un vrai talent. On est avec qui là au téléphone? Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir monsieur, votre prénom je l'ai perdu, désolé. C'est Abdel. Salut Abdel, tu nous appelles d'où Abdel? De Paris. De Paris. Bon Abdel, qu'est-ce qui se passe? Rien, moi j'aimais bien la Turquie. Monsieur il a dit la Turquie, j'étais en 2002 Antalya, c'est le top de top. C'est magnifique Antalya. Antalya, Alanya, il y a Alanya aussi. Alanya aussi c'est magnifique, c'est plus petit, c'est très mignon Alanya. Cappadoce là, si vous avez vu là. Oui, je l'ai fait la Cappadoce. Voilà, moi je l'ai fait en 2002. Depuis, je suis pas retourné. Je suis retourné sur Istanbul 2 ou 3 fois. Pareil. Concernant le business. Après bon, souvent je suis au Maroc. Je pars souvent au Maroc. Alors tiens, le Maroc, qu'est-ce que vous nous conseilleriez là à cette époque, le Maroc? Le Maroc, il faut y aller à Ourika. Vers Marrakech. Mais Marrakech, il fait chaud là-bas, non? Non, la station de ski là-haut, il fait frais, c'est très beau. Voilà, je sais pas qui connaissent un petit peu vers là-bas. Sinon, il y a Ifrane, il y a Saouira, il y a Gadir. Le Maroc, c'est très joli, c'est petit. Mais c'est on passe des très belles vacances, on mange bien. Ah, ça, les gens sont accueillants, et voilà. Et Nador, c'est bien ou pas, Abdel? Comment? Nador, c'est bien ou pas? Nador, j'ai jamais été. J'étais à Saïdia, à côté Rabat, mais Nador, j'ai jamais été. Ouais, bon. J'ai eu peur du verdict, j'ai tenu ma respiration. Merci Abdel, oui. Le pays le plus beau du monde, l'Algérie, je suis algérien, voilà. Ah bah oui, forcément. Je vais pas contredire le monsieur, monsieur. Alors, plus précisément, quel endroit en Algérie? Moi, je suis de la côté de Djidjel où il y a les plages les plus beaux du monde. Magnifique, Djidjel.
Vous savez, il y a des plages qu'on part en barque, c'est des sables dorés. On peut pas y aller à pied. Je vous assure, il y a des plages vers Colo, Djidjel et tout, c'est le top de top. Mais bon, dommage, c'est pas encore. Il faut attendre un petit peu. Ça viendra, Inch'Allah. Ça viendra, Inch'Allah, et ça fait plaisir. Merci, Abdel. En tout cas, tu pars où? Radio, bon vacances à tout le monde. Hein. Tu pars où en vacances cet été, Abdel? Au Maroc. Au Maroc. Ah bah voilà. Mais attends, excuse-moi, te poser la question un peu indiscrète. T'es marié avec une Marocaine? Ah non, algérienne, ma femme, mes enfants, ils kiffent aussi. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, bah très bien. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont acheté là-bas, j'ai acheté là-bas. L'été, je pars en Algérie, là, au Maroc, je partage, il n'y a pas de souci. Ouais. Oh, bah, c'est parfait, c'est nickel, très bien. Oui. Bon, bonnes vacances, Abdel, alors. Merci, allez. Allez, ciao. 01 40 33 9000. Dites-nous un petit peu vos destinations privilégiées. Vous nous appelez pour nous faire partager vos expériences de vacances, que ce soit d'ailleurs en amoureux ou en famille avec les enfants. Donc notre ami Razik nous a conseillé Palma de Majorque. Ça c'est pas mal en famille, hein, c'est pas très loin, c'est pas très cher. On peut s'en tirer pour combien à peu près pour une famille de 4 personnes? Réellement, si on s'y prend à l'avance, si on s'y prend, non pas forcément à l'avance, mais en dernière minute, il y a plein de trucs intéressants. Si on s'y prend bien en passant par Ryanair, par exemple, qui casse un peu les prix, on peut avoir des billets d'avion à 200-300 euros, et ensuite l'offre hôtelière là-bas, que ce soit en all incluse ou juste en demi-pension ou juste la chambre d'hôtel, n'est pas excessive. Donc ça permet d'avoir des vacances pas trop chères. C'est quoi, je vais regarder ça ce soir. Franchement, je conseille. Moi, j'avais été, on m'avait offert ça pour mon anniversaire. En plus, en surprise, ça veut dire j'étais avec quelqu'un qui m'a dit prends juste ton passeport pour une semaine de vacances. C'est sympa ça. Ouais, ça va. J'ai eu assez de chance. T'as des bons amis. J'ai eu assez de chance dans ma vie. Ouais. Et donc on est arrivé à l'aéroport et boum, c'était destination Palma de Majorque. Et j'avais vraiment adoré le séjour. Et juste pour aller dans le sens du monsieur, je conseille pas l'Algérie juillet-août, mais je le conseille tout le reste de l'année, même juillet-août en fait. J'ai eu la chance dans ma vie de faire les 5 continents, j'ai fait beaucoup de pays, réellement sans faire le patriote à outrance. On voit des paysages en Algérie qui sont à couper le souffle. Je pense à la baie d'Alger qui est une des plus belles baies naturelles du monde. Je pense aux couleurs que l'on voit sur la baie d'Alger. Si les impressionnistes ont fait autant de tableaux de maîtres en prenant appui sur cette baie, c'est pas un hasard. Je pense à la Kabylie qui est un trésor qui ressemble à la Corse et qui est sauvage à l'extrême lorsqu'on voit des forêts boisées qui tombent dans la mer. Il y a quand même 1600 km de côte sur la Méditerranée dont les 3/4 sont quasiment vierges. Après, on souffre à la fois du manque de tourisme, mais c'est une réalité. Le patrimoine n'a pas été touché, n'a pas été bétonné, et on a 90% du Sahara. Le Sahara, un coucher de soleil dans le Sahara, on s'en souvient toute sa vie. Il y a des treks qui s'organisent. L'Algérie va peut-être faire un jour le pas du tourisme. J'espère pas du tourisme de masse parce que ça augure des conséquences qui ne sont pas forcément bonnes pour la souveraineté des pays, pour les populations. Mais s'ouvrir à un tourisme bien éclairé, bien guidé, oui, bien sûr. Sofiane Akdarim dit voir Oran. Oran, bah, je le conseille, je l'ai pas fait, mais tous ceux qui l'ont fait, là j'ai des amis en ce moment qui m'envoient des snaps qui sont sur Oran de Bobigny. Enfin, ils me donnent envie de prendre un billet là en partant. Réellement, il y a des endroits à faire. Et pour les personnes qui sont francophones, pour le savoir, Alger est la deuxième ville francophone du monde, devant Marseille et Lyon, juste derrière Paris. Même si on va passer en anglais en Algérie. Même si on va passer à l'anglais en Algérie, ça reste, comme le disait Katab Yassim, c'est le trésor de guerre, le français. Bon, Karim est avec nous. Salut Karim, il nous appelle d'où Karim? Je m'appelle de Paris. De Paris, comment ça va Karim? Ça va, impeccable. Bon alors fais-nous rêver Karim, vacances, tu nous proposes quoi? Moi j'allais vous dire le Maroc, qui est une ville que j'ai trouvée vraiment sympa. Ouais. En fait c'est une route qu'il faut prendre, c'est entre Fès et puis une ville qui s'appelle Ouedlo. Ah, vous connaissez monsieur? On m'en a parlé, absolument. J'ai l'ami d'un cousin qui a installé justement sur cette route-là, à 20 km entre Fès et Ouedlo. Ouais, voilà. Et en fait, il y a aussi une ville aussi qui s'appelle Chefchaouen, c'est la ville bleue. Chefchaouen. Ouais, il me semble de mémoire, si je me trompe pas, il est là-bas justement. Ah ouais, très bien. Tu vois qu'il y a autre chose que Nador au Maroc, hein, Faiza, on est d'accord? Ouais, mais on n'a pas dit que c'était mieux. Ah oui. Effectivement. Il y a des petits coins aussi en France qui sont magnifiques. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'allais y revenir aussi. On le laisse passer, on laisse parler Karim. Karim, qu'est-ce que tu nous conseilles en France là, si on doit partir? Moi que j'avais visité, c'était vers les Gorges-du-Tarn que j'avais trouvé, c'était vraiment. Ah ouais, c'est beau, ouais. Ça s'appelle la Canourgue, des petits villages vers le viaduc de Millau.
Oui. Ouais, Oui, et puis il y a un village qui s'appelle Aizé qui faisait partie là des meilleurs villages de France. Il y a aussi des petits villages comme Flavigny-sur-Oserin, un peu plus dans le nord et tout. C'est des paysages à couper le souffle, c'est incroyable. Et c'est juste à côté de chez nous. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu pars où cet été, Karim? Moi, je pars nulle part pour l'instant. Bon. Je vais juste rester à profiter du paysage à côté de chez moi, comme ça. Et puis, j'adore partir au mois de septembre parce que juillet, août, c'est un peu cher les prix. C'est pareil. C'est bien. Septembre, t'as prévu quelque chose dans le mois de septembre? T'as prévu d'aller où? Oui, je vais partir au Maroc. Au Maroc, très bien. Je vais voir un petit peu la famille, puis en même temps, je vais visiter. Bon, se ressourcer spirituellement, quoi, tout simplement. Merci Karim pour cette petite séquence évasion au Maroc. Merci à toi Karim. Merci beaucoup, au revoir. Merci à toi. Ah oui, sur la France. Oui. 2 destinations que je conseille vivement. Nice. Oui, je la conseille aussi, mais c'était pas celle à laquelle je pensais parce que la côte d'Azur ou d'Usure est très chère. Ouais, c'est très chère et surtout sur cette période-là de l'année. Donc si vous avez une famille nombreuse ou pas, ça relève. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Vous avez ce qu'on appelle la côte vermeille, qui est magnifique. En fait, vous prenez un trait qui part à peu près de Collioure à la frontière espagnole jusqu'à enfin Saint-Cyprien, Argelès, Port-Ventre, etc. Toutes ces villes-là. Vous avez en plus, c'est moins cher. Hein. C'est beaucoup moins cher. Ouais. Vous êtes à la frontière espagnole, vous pouvez passer quelques journées en Espagne si vous avez des courses à faire, si vous avez même juste envie de voir parler espagnol un petit peu, manger une bonne paella. Vous avez une population qui est plus accueillante, excusez-moi de le dire, à la Côte d'Azur, c'est quand même assez spécifique. J'y vais de temps en temps, mais je préfère y aller en hors saison. Et oui, vous avez Collioure par exemple. Collioure, c'est super beau Collioure. C'est magnifique, vous avez les criques, le château, les paysages, le coucher de soleil, là aussi. Si les grands maîtres du 19e siècle ont peint autant de toiles à Collioure, c'est pas pour rien. Vous êtes des jeux de couleurs impressionnants. Et si vous n'aimez pas la foule, vous n'aimez pas la plage. Oui, tu nous le gardes pour après la pub? Ouais, hein, on fait le beau la suite dans un instant. Et pas cher pour vous. Après Collioure, un endroit magnifique en France et pas cher à suivre dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. La pub la plus chère du monde, hein. Oui, c'est sur France Maghreb 2 avec Razik Petiche, Faiza Ben Mohamed, Emmanuel Michael. Razik, l'endroit après Collioure et je te suis complètement pour Collioure. Conseiller, vraiment une belle région et en plus c'est beaucoup moins cher que sur la Côte d'Azur et c'est très sympa. L'endroit sympa, pas cher et magnifique. C'est où? L'Ardèche. Ah, l'Ardèche, l'Ardèche. Alors là, je trouve que c'est exceptionnel. On a un pays, enfin sur ça, on a été gâtés. La France est un pays magnifique qui a une topographie, des reliefs, une géographie plurielle, protéiforme, etc. En Ardèche, vous avez le bonheur d'avoir des rivières absolument partout. Vous pouvez descendre l'Ardèche en canoë-kayak, vous pouvez faire de la spéléologie car il y a des grottes fraîches justement sur les périodes de canicule où on peut aller chercher du frais. Vous pouvez faire du canyoning, vous pouvez faire de l'escalade, vous pouvez profiter du soleil, vous rafraîchir dans les rivières. Et là aussi on a des offres SNCF, des offres de car aussi qui aujourd'hui desservent pour pas grand chose. Je pense aux familles aux familles ou même à tout le monde. L'argent c'est compliqué. L'euro nous a ponctionné du pouvoir d'achat. Tout se compte. Si vous pouvez prendre un billet pour un Paris-Valence à 15 € en Blablacar, en Blablabus, en Ouibus et aller sur place en camping, vous passerez des vacances magnifiques et vous aurez de belles choses à raconter à la rentrée. Tu pars où en vacances, Emmanuel? Est-ce que c'est prévu? Ah bah je pars pas moi cet été. Razik non plus? Je vais partir pour du travail autour du débarquement de Provence, autour du 15 août pour couvrir les 75 ans du débarquement de Provence, pour honorer un peu la mémoire de ces tirailleurs qui avaient passé parfois libre, parfois contraint la Méditerranée pour libérer la France du joug nazi, pour leur rendre hommage. L'hommage n'est pas assez appuyé lorsqu'on voit comment l'exubérance du 75e anniversaire du débarquement de Normandie et lorsqu'on voit le peu de cérémonie, le peu de communication qui est faite et le peu de reconnaissance qui est faite pour ces hommes qui étaient majoritaires lors du débarquement de Provence, moi c'est de mon devoir pour moi de valoriser cette cette page aux alentours du 15 août quoi, après la du 15 août. Faiza, par où en vacances cet été? Écoute, on n'a pas encore décidé. On sait qu'on va partir, mais on sait pas où, on sait pas quand non plus. Bah l'Ardèche, voilà, tu vois, conseillé par Razik Petit, ça peut être sympa. Je te vois bien faire du canoë-kayak, moi. non, j'ai peur moi. Ah bon, d'accord. Bon, allez, on va voir si tu vas avoir peur maintenant. C'est parti pour le quiz, messieurs dames. Razik Petiche, Faiza Ben Mohamed, Emmanuel Michael, avec mes questions évidemment qui ont toutes un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 24 juillet, messieurs dames. Première question. Quel dirigeant français
lance en 1967 lors d'un voyage officiel à Montréal. Vive le Québec libre. Général de Gaulle. Je crois que c'est Razik. Hein. Oui, vive le Québec libre. Voilà, Il c'est était dans une Razik. tournée impressionnante. Si les gens ont envie d'avoir des frissons, des grands discours, qui prennent la tournée du général de Gaulle, qui a fait pas mal de pays et qui n'avait pas peur de remettre en cause l'empire américain à sa frontière, c'était notre époque. Bon, un point pour Razik Métiche, où on me dit au replay, c'est bon, hein, c'est Razik qui l'a eu dans une fraction de J'étais pas seconde. loin, j'étais pas loin. Quelle nageuse française Laure Manodou remporte la Laure médaille Manodou. d'or du 40 mètres Laure nage libre Manodou. à Montréal en 2005? Laure Manodou, deuxième bonne réponse. Il est là, Razik Métiche. Je cherche à présent un auteur d'ailleurs dramatique, cinéaste, mais également comédien français, mort le 24 juillet 1957. Il est né d'ailleurs le 21 juillet Jean Anouilh. 1985, c'est pas lui. J'ai tenté. À Saint-Pétersbourg en Russie, de qui s'agit-il? Français. Français. Alors là, Sacha Guitry. Sacha Guitry, Faiza Ben Bravo. Mohamed. Elle l'a. Bravo, Elle est là. Bravo, ouais. Voilà, bravo Faiza. Google, merci. Quatrième question, 2-1 pour Razik Métiche. Je cherche un navigateur français Cousteau. né le 24 juillet 1931 Non. à Nantes, mort le 12 juin 1998 en pleine mer. Cousteau. Non. Tabarly. 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 Est une bonne Éric réponse. Tabarly. Éric La Tabarly. légende. Effectivement, il est mort suite à une chute en mer, hein. C'est Ouais. ça, hein, en 98. Éric Tabarly, 3-1. Cinquième et dernière question, je cherche maintenant un chanteur français, né le 24 juillet 1949. Il s'est d'ailleurs engagé en politique à plusieurs reprises. Lalanne. Pas du tout. Il est... alors, Yves Duteil. Yves Duteil. Oh, c'est magnifique ça. J'allais dire un indice, prendre un enfant par la main. Yves Duteil, alors je crois que c'était Montfort Lamourie, je crois, non? Je dis pas de conneries. Il était adjoint au maire d'une ville de banlieue parisienne. Alors laquelle, là, je sais plus. c'est une conne. Yves Duteil, effectivement. Bon anniversaire Yves Duteil avec cette superbe chanson Prendre un enfant par la main. Ce qui nous donne une victoire de Razik Métiche. Bravo. 3 D'un à champion 2. d'Afrique, une victoire d'un champion d'Afrique. Voilà, c'est ça. Hein, Bravo. Tahia Jazer. Voilà, Faiza Ben Mohamed en tout cas qui a bien googlisé. Bah écoute, on fait avec ce qu'on peut. Hein. Non mais alors Yves Duteil, t'as été très forte quand même, hein. Fallait le faire quand même. Ah, C'est Sacha pas mal. Guitry. Écoute, j'ai juste tapé la date et j'ai marqué chanteur et il est venu en premier dans Wikipédia. Ah d'accord, donc c'est Ouais. vrai Google là, d'accord. Moi, j'ai pas de ok, réseau, c'est- j'arrive Ah pas à non, tu googler. vois, moi je tout à l'heure. triche. C'est Elle comme ça, triche. France Maghreb 2, d'accord, ok. Ah mais ça triche pas mal. Elle a l'avantage d'être à Nice, elle le dit clairement, elle triche. On gagne quoi, Christophe, en fait, sur le quiz? Ah, on gagne rien du tout. Moi, je suis à 100%, j'ai fait 2 quiz, j'ai remporté les 2 quiz, je suis à 100% de victoire. Et bah tu sais quoi? Ouais. Je vais t'opposer au champion du quiz. Aïe, 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 la pression. Monsieur Abdeslam Aïe, Itache, aïe, aïe. le Ah, bah, patron du quiz. Le patron. Hein, vous en connaissez quelque chose, monsieur Emmanuel Eh Michael? oui, oui, je monsieur. le connais bien. Il est incollable là-dessus. Et demain d'ailleurs, tu sais à tel point que c'est le patron, il y a Nassim Nachlach qui m'a dit je vais venir le défier demain. Rendez-vous donc sur France Maghreb 2 pour savoir si Abdeslam Itache conserve son titre de patron du quiz. Je prends rendez-vous pour la semaine prochaine. Abdeslam Itache demain, Audrey Pronosti et donc Abdeslam Itache, Razik il est là. Je suis perdu moi. Nassim. Voilà Nassim, merci beaucoup. Et vendredi, Anissam Ziti qui m'a dit je vais venir me frotter à Tarek Mabi. Très bien. Moi je suis preneur. Très bien. Merci à tous les trois. En tout cas, Merci Faiza, la semaine prochaine pour la dernière de la semaine. Yes. Enfin, avant les vacances. Bonne fin de semaine à tous. Emmanuel, à toi merci. aussi. On te revoit avant les vacances. On est en vacances le 2 août nous. Hein. Oui, c'est possible. C'est possible. Ouais, grand plaisir. Razik. Avec grand plaisir. Je te prends un rendez-vous avec Abdeslam Itache la semaine pro. Allez, Allez, c'est Allez, parti. Ça y est, le combat On est de parti. titan. Le combat de titan est engagé. Ah, ça va être après sympa. Caris Bouba, on aura nous aussi notre octogone ça. pour se régler sur Ah. des questions, ça sera plus Attends, pacifique. tu sais qu'Abdeslam, comme ça paraît pas, il est calme, tout ça, mais c'est un cogneur. Hein. Ah, mais j'ai vu, Ah, ouais, il a l'air d'avoir une C'est un sacrée- ancien boxeur, une sacrée Abdeslam. bonne gauche, ouais. C'est un Ça champion. sent, C'est un Voilà. ancien champion. ça sent. Salut Paysa. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bonne à soirée. Bonne Salut, soirée, bonne merci soirée à tous et rendez-vous demain sur France Maghreb 2 pour le grand forum. D'ici là, évidemment, gardez bien les oreilles bien ouvertes et les yeux bien grands ouverts et on se retrouve demain pour en parler ensemble dans cette émission de Liberté d'expression. Vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez la parole. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao.